président des États-Unis d'Amérique, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, à toutes celles qui se consacrent à la noble mission de cette institution, toutes celles et ceux, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous pour la première fois en tant que Président des États-Unis. Nous nous réunissons à un moment de souffrance et de possibilités exceptionnelles. Nous avons tant perdu à cause de cette pandémie qui continue de provoquer des décès de par le monde et qui a un tel impact sur nos existences. Nous sommes endeuillés. Plus de 4,5 millions de personnes ont perdu la vie, des personnes de toutes nations, de toutes origines. Chaque décès est une tragédie individuelle, mais notre deuil partagé nous rappelle que notre avenir commun sera tributaire de notre capacité de reconnaître une humanité partagée, la nécessité d'agir de concert. Mesdames et messieurs, nous avons un choix clair et urgent à faire alors que nous entamons cette décennie décisive pour l'humanité, une décennie qui définira notre avenir de communauté mondiale. Nous sommes face à des crises qui sont autant d'occasions à saisir à condition de pouvoir mobiliser l'ensemble du monde et saisir ces occasions. Est-ce que nous allons œuvrer de concert pour sauver des vies, vaincre la COVID-19 partout, prendre les mesures nécessaires pour nous préparer à la prochaine pandémie? Car prochaine pandémie, il y aura. Ou serons-nous incapables d'utiliser les outils à notre disposition alors que de nouveaux variants plus virulents se propagent? Allons-nous relever le défi des changements climatiques qui provoquent des ravages partout dans le monde avec ces phénomènes météorologiques extrêmes? Ou subirons-nous les sécheresses, les incendies, les ouragans, les canicules, la hausse du niveau des mers? Pourrons-nous défendre, protéger la dignité de l'être humain, les droits humains, qui était à l'origine de la création de cette institution il y a 70 ans? Est-ce que nous allons pouvoir renforcer les piliers du système international, y compris la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors que nous cherchons à façonner l'émergence des nouvelles technologies, rencontrant de nouvelles menaces? Ou alors allons-nous laisser ces principes universels être foulés aux pieds dans cette quête de pouvoir politique pur et simple? Pour moi, la réponse que nous donnons à ces questions aujourd'hui, la question de savoir si l'on choisit de se battre pour notre avenir commun ou non, aura des conséquences sur les générations à venir. En d'autres mots, pour moi, nous sommes à un point d'inflexion, à un tournant de l'histoire. Et je suis ici, aujourd'hui, présent pour vous dire comment les États-Unis comptent travailler aux côtés de nos partenaires, de nos alliés, pour répondre à ces questions. Mon nouveau gouvernement s'est engagé à mener le monde vers un avenir de paix, de prospérité pour tous et toutes. Au lieu de continuer à livrer les guerres d'hier, nous avons le regard rivé et nous consacrons nos ressources sur les défis à relever pour notre avenir commun. Vaincre la pandémie, faire face à la crise climatique, gérer l'évolution des dynamiques de pouvoir mondiales, façonner les règles du monde sur des questions de commerce, de cybersécurité, de technologies émergentes, faire face à la menace terroriste actuelle. Nous avons mis un terme à 20 années de conflit en Afghanistan. Et alors que s'achève cette période de guerre, nous marquons l'avènement d'une période de diplomatie. Nous utilisons le pouvoir de notre aide au développement pour investir dans de nouvelles façons de venir en aide aux populations de par le monde. Nous renouvelons, défendons la démocratie. Nous prouvons que, quelle que soit la difficulté, la complexité des problèmes que nous aurons à affronter, un gouvernement
gouvernement du peuple par le peuple reste encore et toujours la meilleure façon de venir en aide à tous nos peuples. Alors que les États-Unis se concentrent sur les priorités et les régions du monde, telles que la région Indo-Pacifique, qui est parmi les plus importantes aujourd'hui. Et demain, nous le faisons en coopération avec nos alliés et nos partenaires et les institutions multilatérales telles que les Nations Unies, dans l'objectif de renforcer notre capacité de relever ces défis mondiaux. Il y a une vérité fondamentale de ce 21e siècle. En tant que communauté mondiale, en tant que pays individuel, notre succès dépend du succès d'autrui. Nous devons répondre aux aspirations de notre peuple et pour ce faire, travailler avec le reste du monde. Pour garantir leur avenir, il nous faut travailler de concert avec nos partenaires pour parvenir à un avenir partagé. Notre sécurité, notre prospérité, nos libertés même sont plus reliés à mes yeux que jamais par le passé. Et donc, je pense qu'il nous faut travailler ensemble comme nous ne l'avons jamais fait. Au cours des 8 derniers mois, j'ai donné la priorité à la revitalisation de nos partenariats, de nos alliances, en reconnaissant leur rôle clé pour la sécurité et la stabilité des États-Unis. Nous avons réitéré notre attachement à l'article 5 à l'OTAN. Nous travaillons avec nos partenaires sur de nouveaux concepts stratégiques qui permettront à nos alliances de mieux faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Nous avons renouvelé notre engagement envers l'Union européenne, un partenaire absolument essentiel pour relever tout un train de défis auxquels notre monde se heurte aujourd'hui. Nous avons revu à la hausse le partenariat avec l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis dans le cadre du dialogue de sécurité quadrilatéral pour relever les défis de la sécurité sanitaire, la sécurité climatique ou encore les technologies émergentes. Nous avons travaillé avec les organisations régionales de l'ASEAN, de l'Union africaine, de l'Organisation des États américains, afin de nous concentrer sur les besoins les plus urgents des populations, des besoins d'une meilleure santé, de meilleures perspectives économiques. Nous sommes de nouveau à la table des négociations dans les enceintes internationales et en particulier au sein des Nations Unies pour concentrer toute notre attention et stimuler une action mondiale, relever ensemble les défis communs. Au sein de l'Organisation mondiale pour la santé, nous travaillons à nouveau en étroite coopération. Nous soutenons le COVAX pour fournir des vaccins dans le monde, pour sauver des vies. Nous avons rejoint l'accord de Paris sur le climat et nous espérons briguer un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies l'année prochaine. Alors que les États-Unis cherchent à mobiliser l'action, nous allons non seulement utiliser l'exemple de notre pouvoir, mais surtout le pouvoir de l'exemple. Sachez ceci, les États-Unis continueront de se défendre, de défendre ses alliés contre des attaques, y compris des menaces terroristes, alors que nous nous préparons à recourir à la force si cela s'avère nécessaire. Mais pour défendre les intérêts vitaux des États-Unis, y compris face à des menaces imminentes, il faut que la mission soit claire et réaliste, menée avec le consentement éclairé du peuple américain et dans la mesure du possible en partenariat avec nos alliés. La puissance militaire américaine doit être utilisée en ultime recours. Ça ne doit pas être la première solution, ça ne doit pas être utilisé pour régler tous les problèmes qui surviennent de par le monde. Aujourd'hui, les plus grandes préoccupations du monde ne peuvent pas être réglées par le seul recours à la force, les bombes et les balles. Ne nous défendrons pas contre la COVID-19 ou les variants à venir. Pour lutter contre la pandémie, nous avons besoin de la science, de la volonté politique collective. Nous devons agir maintenant pour administrer le vaccin le plus rapidement possible, pour élargir l'accès à l'oxygène, aux tests, aux traitements pour sauver des vies dans le monde entier. Et pour l'avenir, il nous faut créer un nouveau mécanisme de financement de la sécurité sanitaire mondiale en faisant fond sur l'aide au développement existante et sur un Conseil mondial de la santé doté des outils dont nous avons besoin pour
identifier une pandémie émergente, ce qui nous permettra d'agir immédiatement. D'ores et déjà, les États-Unis ont consacré plus de 15 milliards de dollars à la riposte mondiale contre la COVID-19. Nous avons expédié plus de 160 millions de doses de vaccins de COVID-19 vers d'autres pays, notamment 130 millions de doses de nos propres réserves et un demi-million de vaccins Pfizer qui seront donnés via COVAX. Des avions transportant des vaccins venant des États-Unis ont déjà atterri dans une centaine de pays. Les peuples du monde entier ont reçu une petite dose d'espoir, comme m'a dit un jour une infirmière américaine, une petite dose d'espoir sans condition aucune. Et demain, les États-Unis vont accueillir un sommet sur la COVID-19 et je vais annoncer d'autres engagements alors que nous continuons de lutter contre la COVID-19. Et nous allons rendre des comptes de la réalisation de nos objectifs fixés avec 3 grands objectifs: sauver des vies maintenant, vacciner le monde et reconstruire en mieux. Cette année a été une année de mort, de ravages provoqués par la crise climatique. Les phénomènes météorologiques extrêmes que nous avons vus survenir aux 4 coins du monde, que vous avez vu, ressenti également, représentent, comme le secrétaire général l'a dit, une alerte rouge pour l'humanité. Les scientifiques et les experts nous le disent. Nous arrivons bientôt à un point de non-retour. Pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, toutes les nations doivent revoir à la hausse leurs ambitions lorsque nous nous retrouverons à Glasgow pour la COP26. Et à la suite de cela, il faudra encore revoir à la hausse nos ambitions au fil du temps. Au mois d'avril, j'ai annoncé le nouvel objectif ambitieux des États-Unis en vertu de l'accord de Paris de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52% en deçà des niveaux de 2005 et ce d'ici 2030, alors que nous cherchons à parvenir à une économie à énergie propre avec 0 émissions nettes d'ici 2030. Et mon gouvernement travaille en étroite coopération avec notre Congrès pour faire des investissements dans l'infrastructure verte, dans les véhicules électriques, pour nous permettre de faire des progrès au niveau national pour atteindre nos objectifs climatiques. Et en faisant ces investissements ambitieux, nous préservons l'environnement, mais nous investissons également dans notre propre avenir, dans notre propre pays. Et c'est une occasion extraordinaire de créer des emplois bien rémunérés pour les travailleurs de tous nos pays et pour stimuler une croissance économique de longue haleine, pour améliorer les conditions de vie de tous nos peuples. Nous devons également venir en aide aux peuples, aux personnes qui ont été les plus durement touchées et qui ont le moins de ressources leur permettant de s'adapter. Au mois d'avril, j'ai annoncé que les États-Unis allaient doubler le financement public international pour venir en aide aux pays en développement et pour qu'ils fassent face à la crise climatique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons travailler avec le Congrès pour doubler à nouveau ce montant, notamment pour subventionner les efforts d'adaptation. Les États-Unis seront les premiers en termes de financement de la lutte climatique. Et grâce au capital des autres bailleurs de fonds, nous allons mobiliser 100 milliards de dollars pour appuyer l'action climatique dans les pays en développement. Alors que nous faisons face à ces crises, nous voyons l'avènement également d'une ère de technologie, de possibilités qui pourrait bouleverser tous les aspects de notre vie. À nous de déterminer si ces technologies seront utilisées pour
autonomiser les populations ou accroître la répression. Alors que les nouvelles technologies évoluent, nous allons travailler avec nos partenaires démocratiques pour faire en sorte que les nouvelles avancées dans le domaine de la biotechnologie, de l'informatique quantique, de la 5G, de l'intelligence artificielle et bien plus encore soient utilisées pour régler des problèmes, autonomiser les peuples, promouvoir les libertés des êtres humains et non pas pour bâillonner la dissidence ou prendre pour cible les minorités. Les États-Unis vont faire des investissements dans la recherche, dans l'innovation sans précédent. Nous allons travailler avec les pays à toutes les étapes du développement économique pour élaborer de nouveaux outils, de nouvelles technologies pour que nous puissions relever les défis des 25 années à venir et plus loin encore. Nous avons renforcé notre infrastructure critique face aux cyberattaques. Nous avons perturbé les réseaux de rançongiciels. Nous établissons un code de conduite très clair pour toutes les nations concernant le cyberespace. Nous nous réservons le droit de riposter de façon décisive aux cyberattaques qui menacent nos peuples, nos alliés, nos intérêts. Nous allons rechercher de nouvelles règles commerciales de croissance économique. Nous allons chercher à éviter que la balance ne penche de façon artificielle en faveur d'un pays au détriment d'autres, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, car toutes les nations ont le droit et doivent avoir la possibilité d'être dans une concurrence loyale. Nous allons garantir les droits fondamentaux, des garanties environnementales, faire en sorte que la propriété intellectuelle soit protégée. Alors que les dividendes de la mondialisation seront partagés dans toutes nos sociétés. Nous continuerons de défendre les normes, les règles des relations internationales des dernières décennies qui ont été essentielles pour le développement des nations de par le monde. Des engagements tels que la liberté de navigation, le respect des droits des traités internationaux, le soutien des mesures de maîtrise des armements pour réduire les risques, pour renforcer la transparence. Notre approche est pleinement conforme à la mission des Nations Unies, aux valeurs dont nous sommes convenus lorsque nous avons rédigé la charte. Ce sont des engagements que nous avons tous pris et que nous sommes tous tenus de respecter. Alors que nous nous efforçons de relever ces défis urgents, qu'ils soient nouveaux, qu'ils existent de longue date, il nous faut également travailler les uns avec les autres. Toutes les grandes puissances du monde ont pour devoir, selon moi, de bien gérer leurs relations pour éviter que l'on passe d'une concurrence responsable à un conflit. Les États-Unis vont montrer l'exemple de leurs valeurs, de leurs forces, seront en concurrence, défendront leurs alliés, leurs amis, s'opposeront à toute tentative de pays plus forts de dominer les pays plus faibles ou d'imposer des changements de territoire par la force, par la contrainte économique, par l'exploitation ou la désinformation. Mais, je le répète, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide. Nous ne cherchons pas un monde divisé en blocs rigides. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui recherchera un règlement pacifique de différents, même si nous avons un désaccord profond dans d'autres domaines, parce que nous subirons tous les conséquences de notre échec si nous ne nous unissons pas pour faire face à la menace urgente de la COVID-19, des changements climatiques ou des menaces prolongées telles que la prolifération nucléaire. Les États-Unis restent résolus à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Nous travaillons avec les P5+1 pour travailler sur la voie diplomatique avec l'Iran pour qu'il revienne dans le plan d'action commun. Nous sommes prêts à dialoguer si l'Iran fait de même. De même, nous miserons sur la diplomatie pour parvenir à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Nous voulons des progrès concrets
pour pouvoir accroître la stabilité dans la péninsule, dans la région et par là même améliorer la vie des habitants de la RPDC. Il nous faut également rester vigilants face à la menace terroriste qui pèse sur toutes nos nations, une menace qui vient des régions lointaines du monde ou qui vient de notre propre pays. Nous savons que la menace terroriste est très réelle. Nous l'avons presque toutes connues. Nous avons perdu le mois dernier 13 héros américains ainsi que des Afghans héroïques dans une attaque tragique à l'aéroport de Kaboul. Ceux qui perpétuent des actes terroristes contre nous continueront de trouver un ennemi déterminé dans les États-Unis. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de 2001. Cela étant dit, les États-Unis ne sont plus le même pays que celui que nous étions lorsque nous avons été attaqués le 11 septembre, il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes mieux capables de détecter, de prévenir des attaques terroristes. Nous sommes plus résilients, nous sommes plus capables de les repousser, de riposter. Nous savons comment nouer des partenariats efficaces pour démanteler les réseaux terroristes, nous attaquer à leurs finances, lutter contre leur propagande, les empêcher de se déplacer et par là même éviter des attaques imminentes. Nous faisons face aux menaces terroristes d'aujourd'hui et de demain en utilisant toute la panoplie d'outils à notre disposition, y compris travailler en coopération avec nos partenaires locaux, de sorte à ce que nous ne devions pas dépendre de déploiements militaires à grande échelle. L'une des façons importantes dont nous pouvons renforcer la sécurité et réduire la violence, c'est de chercher à améliorer la vie des peuples de par le monde, des peuples qui voient que leur gouvernement ne répond pas à leurs besoins. La corruption alimente les inégalités et vient détourner les ressources d'une nation, se propage par-delà les frontières, provoque des souffrances humaines. C'est une menace pour la sécurité nationale en ce XXIe siècle. Dans le monde, nous voyons de plus en plus les citoyens clamer leur désenchantement, alors que les riches sont de plus en plus riches et profitent de pots de vin, ne respectent pas la loi, alors que l'écrasante majorité des personnes n'arrivent pas à avoir un emploi ou à mettre des aliments sur la table, ou ne parviennent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Et des peuples sont descendus dans la rue dans toutes les régions pour exiger que leur gouvernement satisfasse les besoins essentiels de la population, que tout un chacun ait la possibilité de protéger leurs droits et de prospérer. Par-delà les langues, par-delà les continents, on entend les peuples scander cet appel à la dignité. La dignité. En tant que dirigeants, nous avons pour devoir de répondre à cet appel et non pas de le bâillonner. Les États-Unis se sont engagés à utiliser leurs ressources et notre plateforme internationale pour soutenir toutes ces voix, nouer des partenariats avec ces personnes pour trouver des façons de promouvoir la dignité de l'être humain de par le monde. Par exemple, il est nécessaire de miser sur l'infrastructure dans les pays en développement. Grâce à l'infrastructure, lorsque l'infrastructure est de mauvaise qualité, elle alimente la corruption, elle exacerbe la détérioration de l'environnement et elle ne fait qu'aggraver les problèmes pour les pays sur le long terme. Par contre, si l'on mise sur des investissements transparents, durables et des projets qui satisfassent les besoins de la population, en recrutant les travailleurs locaux pour garder des normes de travail et des normes environnementales très strictes, alors l'infrastructure permettra aux sociétés des pays à revenus intermédiaires de prospérer, de se développer. C'est là l'idée qui sous-tend ce projet Reconstruire en mieux. Aux côtés de nos partenaires du G7 et du secteur privé, nous avons pour but de mobiliser des centaines de millions de dollars d'investissement dans l'infrastructure. En outre, nous continuerons d'être le principal bailleur de fonds, fournisseur d'aide humanitaire pour donner des aliments, des articles sanitaires, un hébergement aux millions de personnes qui en ont besoin. Lorsque un typhon fait rage, lorsqu'un séisme frappe partout dans le monde, nous serons là, nous sommes prêts à aider.
Et à un moment où une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à une alimentation suffisante, et ça c'est rien que l'année dernière, les États-Unis se sont engagés à mobiliser ses partenaires pour lutter contre la malnutrition et pour faire en sorte que nous puissions nourrir le monde pendant les décennies à venir. À cette fin, les États-Unis s'engagent à consacrer 10 milliards de dollars à lutter contre la famine au niveau national et international. Depuis 2000, le gouvernement des États-Unis a fourni 140 milliards de dollars pour promouvoir la santé, le renforcement des systèmes sanitaires, et nous continuerons de promouvoir ces investissements essentiels pour que la vie des personnes s'améliore au quotidien, pour leur donner une petite marge de manœuvre. Alors que nous essayons d'améliorer les conditions de vie, il nous faut mettre un terme à ces conflits synonymes de douleur, de souffrance de par le monde. Il faut nous engager en faveur de négociations politiques, de la diplomatie et non pas de la violence. Pour gérer les tensions qui existent de par le monde, il nous faut tendre à un avenir de paix, de sécurité pour tous et toutes au Moyen-Orient. Les États-Unis se sont engagés en faveur d'un État juif indépendant. C'est un engagement inéquivoque, mais je reste convaincue que la solution à 2 États reste la meilleure façon de faire en sorte que l'avenir d'Israël en tant qu'État juif puisse vivre aux côtés d'un État palestinien stable. Cela reste la solution. Nous sommes bien loin de cet objectif pour le moment. Jamais nous ne pouvons nous permettre d'abandonner, de renoncer à la possibilité de progrès. Nous ne pouvons pas renoncer à régler des conflits tels que celui d'Éthiopie, de Yémen, où les conflits entre les parties provoquent des vagues de famine, de violence, de violation des droits humains, du recours constant au viol en tant qu'arme de guerre. Nous continuerons de travailler avec la communauté internationale pour promouvoir la paix et mettre un terme à ces souffrances. Alors que nous misons sur la diplomatie, nous défendrons les valeurs démocratiques qui touchent au cœur même de qui nous sommes en tant que peuple, la liberté, l'égalité, les perspectives d'avenir et la conviction fondamentale en les droits universels de tout un chacun. C'est dans l'ADN même de notre nation, c'est dans l'ADN même de cette institution. Parfois, nous oublions le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille des Nations unies représentent la base de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Le credo fondateur des Nations unies qui place l'individu au cœur même de notre système. Et cette vision, cette vérité ne peut être oubliée ou mal interprétée. Les États-Unis feront le nécessaire, mais notre impact sera plus grand si toutes les nations assument ensemble la mission qui nous a été confiée. Voilà pourquoi 100 nations ont soutenu une déclaration au Conseil de sécurité qui a adopté une résolution sur l'appui qui sera apporté au peuple afghan à l'avenir en précisant ce que l'on attend des talibans en termes de respect des droits humains universels. Nous tous devons défendre le droit des femmes et des filles à pleinement exploiter leur potentiel, apporter leur contribution économique, politique et sociale et pour pouvoir réaliser leurs rêves bien loin de la violence et de l'intimidation de l'Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afghanistan, partout dans le monde. Il nous faut toujours condamner l'oppression et le fait de prendre pour cible les minorités religieuses ou ethniques, que cela survienne à Xinjiang ou au nord de l'Éthiopie, où que ce soit dans le monde. Ensemble, nous devons défendre les droits de la communauté LGBTQI de sorte qu'elle puisse vivre ouvertement sans rien craindre, qu'il s'agisse du Cameroun, de la Tchétchénie ou d'ailleurs. Alors que notre
nation avance vers ce tournant et s'efforce de relever les grands défis transversaux de notre époque. Sachez que je ne suis pas agnostique quant à l'avenir que nous voulons pour le monde. L'avenir appartiendra à ceux qui soutiennent et non pas qui foulent aux pieds la dignité humaine. L'avenir appartiendra à ceux qui permettent à la population d'exploiter son plein potentiel. L'avenir appartient à ceux et celles qui donneront à leur population la possibilité de respirer et non pas à ceux qui suffoqueront leur population avec une main de fer. D'aucuns affirment que on a sonné le glas de la démocratie, c'est ce que disent les autocrates. Mais le fait est que le monde démocratique, il est partout. Il vit dans les militants anticorruption, dans les défenseurs des droits de l'homme, dans les journalistes, dans les manifestants pour la paix. Au Bélarus, Birmanie, Cuba, Venezuela et partout ailleurs, il vit dans les Soudanaises courageuses qui ont fait face à la violence et l'oppression pour évincer un dictateur génocidaire et qui au quotidien s'efforce de défendre les progrès démocratiques. Il vit dans les habitants du Moldova très fiers qui ont pu faire gagner les forces de la démocratie et qui vont bâtir une économie inclusive. Il vit dans le peuple de la Zambie qui pour la première fois a utilisé son pouvoir de vote et qui a participé pour dénoncer la corruption et ouvrir une nouvelle voie pour le pays. Aucune démocratie n'est parfaite et cela vaut également pour les États-Unis, mais nous continuerons de défendre les plus grands idéaux, pensées noblées pour faire face aux violences, à l'insurrection. La démocratie reste le meilleur outil à notre disposition pour permettre au plein potentiel humain de s'exprimer. Mesdames et messieurs, l'heure est venue pour nous de prouver que nous sommes à la hauteur de ceux qui nous ont précédés, que nous avons confiance en notre avenir commun. Ils ont bâti les Nations Unies, rompu le cercle vicieux de la violence et ont marqué l'avènement de décennies de paix relative et de prospérité commune. Aujourd'hui, le moment est venu ensemble de réitérer cette humanité qui nous rassemble, qui est bien plus importante que nos divergences ou que nos désaccords. Choisissons de faire plus que ce que nous pouvons faire seuls pour pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir ensemble. Et face à cette pandémie, faisons en sorte d'être mieux préparés pour la suivante. Faisons reculer les changements climatiques, accroissons notre résilience face aux impacts que nous voyons d'ores et déjà. Garantissons un avenir où la technologie sera un outil au service des êtres humains, pas un outil de la répression. Voilà les défis que nous avons à relever pour voir quel monde nous allons léguer à nos enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons relever que ces défis qu'en nous tournant vers l'avenir. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Pour la première fois, en 20 ans, les États-Unis ne sont pas en guerre. Nous avons tourné la page. Toute l'énergie, toutes les ressources de notre nation se concentrent désormais sur demain et non pas sur hier. Je sais ceci. Demain, nous jouerons un rôle de premier plan pour relever tous les grands défis. Covid, climat, paix, sécurité, dignité, droits humains. Mais nous ne le ferons pas seuls. Nous jouerons ce rôle de premier plan en coopération avec nos alliés et nos partenaires et tous ceux et celles qui, comme nous, croient que nous pouvons le faire, que nous pouvons relever ces défis, que nous pouvons bâtir cet avenir, qu'ensemble, nous pouvons préserver notre planète. Rien n'est inévitable. Tout est un choix. Et je puis vous dire ce que veulent les États-Unis. Nous choisirons un avenir meilleur. Nous, vous et moi, avons la capacité, la volonté de bâtir un monde meilleur. Nous ne pouvons nous permettre de perdre une seule seconde supplémentaire. Mettons-nous au travail. Bâtissons cet avenir meilleur dès maintenant. Nous pouvons le faire. Nous en avons le pouvoir. Nous en avons les capacités. Merci, que Dieu vous bénisse. Dirant, je vous remercie.
Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, Dieu des mondes, que sa paix, sa bénédiction soit sur Mohamed et sa maison, ses compagnons. Monsieur le Président, permettez-moi d'emblée d'adresser mes félicitations au Président de l'Assemblée générale à l'occasion de son élection à la 66e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Mesdames et messieurs, l'Iran est une terre de culture, de civilisation, de savoir, de spiritualité, de persévérance, d'indépendance. Le peuple iranien est monothéiste et patriote. Son identité est unique, il aime explorer le monde. Des centaines d'années durant, notre nation a préservé son droit à l'autodétermination, son droit à la liberté face à l'hégémonie, a fait du pays le plus progressiste en matière de système politique fondé sur les élections dans toute l'Asie de l'Ouest. La révolution islamique a en effet été un bond en avant en matière de réalisation des idéaux nationaux islamiques des Iraniens, y compris la liberté, l'indépendance, la démocratie religieuse. En tant que président élu du grand peuple d'Iran, je suis honoré de le représenter et de livrer au monde un message de rationalité, de justice, de liberté, les trois principes fondamentaux qui régissent la vie de l'homme d'aujourd'hui. Cependant, ces trois principes que partagent les religions d'Abraham ne peuvent pas atteindre leur objectif sans spiritualité. La liberté et la justice sont deux termes sacrés, innocents, trop vastes pour être définis, et ils sont complexes s'agissant de leur pratique. La liberté signifie le droit de penser, de décider, d'agir pour tous les êtres humains. La paix et la sécurité durable sont liées à l'administration de la justice. Et en substance, les prophètes divins ont vu le jour de sorte que les peuples puissent exiger justice et exercer leurs droits. La justice et la liberté ne sont possibles que lorsque les droits de toutes les nations sont respectés. De fait, toute violation des droits des nations ne fera que menacer la paix et la sécurité mondiale. Mesdames et messieurs, cette année, deux scènes sont entrées dans les livres d'histoire. La première remonte au 6 janvier, lorsque le Congrès des États-Unis a été attaqué par la population. La seconde est celle de ce peuple afghan qui a été jeté des avions américains en août. Du Capitole jusqu'à Kaboul, un message on ne peut plus clair a été envoyé au monde. Le système hégémonique des États-Unis est dénué de toute crédibilité, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ce que nous voyons dans notre région aujourd'hui nous prouve que non seulement l'hégémonie, mais aussi l'idée même de l'hégémonie, ainsi que ce projet visant à imposer une identité occidentale ont misérablement échoué. La quête hégémonique a entraîné un bain de sang, l'instabilité, la défaite et puis la fuite. Aujourd'hui, les États-Unis ne quittent pas l'Irak et l'Afghanistan, mais en sont expulsés. Dans le même temps, ce sont les peuples opprimés de Palestine, de Syrie, en passant par le Yémen et l'Afghanistan, ainsi même que les contribuables américains, qui doivent payer ce manque de rationalité. Aujourd'hui, le monde n'accure du slogan « l'Amérique avant tout, l'Amérique est de retour ». Si la rationalité l'emporte dans les esprits des décideurs politiques, ils doivent comprendre que la persévérance des nations est plus forte que la force des plus puissants. Au cours de la décennie écoulée, les États-Unis se sont fourvoyés dans l'idée de modifier leur façon de faire la guerre plutôt que de modifier leur façon de vivre. Un chemin erroné ne peut pas porter ses fruits, même si l'on change de méthode. Les sanctions sont la nouvelle arme de guerre des États-Unis face aux nations du monde. Les sanctions imposées à l'Iran n'ont pas débuté avec le programme nucléaire de mon pays. Elles remontent avant même à la révolution islamique, à 1951, date à laquelle la nationalisation du pétrole était en cours en Iran, qui devait amener un coup d'État militaire soutenu par les Américains et les Britanniques contre le gouvernement iranien de l'époque qui avait été élu par le peuple. Les sanctions, notamment les sanctions dans le secteur médical,
en pleine pandémie de Covid-19 sont un crime contre l'humanité. Le Saint-Coran considère la destruction de la nature et de l'humanité comme une des principales caractéristiques des tyrans. La République islamique d'Iran estime que toute sanction et les restrictions, les perturbations liées aux sanctions dans le domaine de la santé et de l'environnement sont des questions humanitaires et doivent être interdites. Qui plus est, au nom de la nation iranienne et des millions de réfugiés qu'accueille mon pays, j'aimerais condamner le maintien des sanctions américaines illégales, notamment dans le secteur humanitaire. J'exige que ce crime organisé contre l'humanité soit considéré comme un symbole, une réalité de ce que l'on appelle les droits humains à l'américaine. Bien que la République islamique d'Iran ait d'entrée de jeu souhaité acheter et importer des vaccins contre la Covid-19 en provenance de sources internationales fiables, il s'est confronté à des sanctions médicales inhumaines. Par conséquent, dès le début, nous nous sommes lancés dans la production durable de vaccins nationaux. Outre les technologies satellites et nucléaires pacifiques, l'Iran est la plaque tournant dans la région en matière médicale. Nombre de médecins, de scientifiques iraniens, tels qu'Avicenna, brillent dans l'histoire de l'humanité. Le savoir qui bénéficie à l'humanité ne saurait être sanctionné. Nous avons nous-mêmes réussi à produire du combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran qui permet de produire des médicaments radiopharmaceutiques pour plus d'1 million de victimes du cancer en Iran. Nous avons aussi réalisé des progrès remarquables dans le domaine de la biotechnologie et des cellules souches en dépit de toutes les sanctions imposées. Aujourd'hui, en dépit des sanctions qui touchent aux droits humains, nous sommes devenus un fabricant de vaccins contre la Covid-19. La coopération entre les pays du monde dans le domaine de la santé, en particulier dans le domaine des vaccins, signifie soutenir l'esprit d'humanité, la politique fondée sur la dignité de l'humanité dans les relations internationales. La coronavirus a été un coup de semonce pour le monde, nous rappelant que la sécurité des êtres humains était interdépendante. Les crises qui touchent les sociétés humaines, la violence, la pauvreté, le chômage, la corruption morale et économique, l'effondrement des valeurs familiales, les guerres régionales, le terrorisme organisé et les crises environnementales sont la résultante de l'abandon des principes mêmes de rationalité, de justice et de liberté. Mesdames et messieurs, les pensées stratégiques de la République islamique d'Iran sont ancrées dans les idéaux de l'architecte de la révolution islamique, feu l'imam Khomeini, que son âme repose en paix, ainsi que dans les concepts authentiques du véritable islam, la rationalité, la prudence, la pondération. Elles ont amené à la résistance dans l'intérêt de notre pays. Parler de droits des nations sans évoquer les obligations des gouvernements ne permet pas de réaliser les droits. L'indépendance de la nation est sa liberté. La révolution islamique soutient ce type de liberté et donc fait barrage à l'extrémisme. Telle est la nature même de la République islamique d'Iran qui fait le bien pour tous et toutes. La République islamique d'Iran est source d'inspiration. Le pouvoir qui en émane est donc source de sécurité. Ce modèle sécuritaire de la République islamique d'Iran se fonde sur la création de mécanismes intrarégionaux au travers d'une diplomatie libre de toute ingérence extérieure. Nous nous sommes toujours efforcés de préserver la stabilité, l'intégrité territoriale de tous les pays de la région. Si ce n'était pas grâce au pouvoir et au rôle de l'Iran aux côtés des gouvernements des peuples de Syrie et d'Irak, et grâce aux efforts désintéressés des martyrs Abu Mahdi al-Muhandis et le général Qassem Soleimani, eh bien, aujourd'hui, l'EIL serait un voisin méditerranéen de l'Europe. Et bien entendu, l'EIL ne sera pas la dernière vague d'extrémisme. Les nouvelles tentatives de créer des divisions dignes de la guerre froide n'aideront pas à améliorer la sécurité des populations en isolant les pays indépendants. L'arbitraire n'est pas le moyen de régler le terrorisme. Le terrorisme tire ses racines dans les crises telles que la crise identitaire ou la crise économique. Le fait que la vie moderne est aujourd'hui dénuée de
toute spiritualité, de sens. Le fait que la pauvreté, la discrimination, l'oppression se propagent, tout cela fait le lit du terrorisme. La croissance du terrorisme autochtone à l'ouest atteste de cette vérité amère. Plus amère encore est l'emploi du terrorisme en tant qu'instrument de politique étrangère, car on ne peut pas lutter contre le terrorisme par le deux poids deux mesures. Vous ne pouvez pas créer un groupe terroriste tel que le IL à un endroit et prétendre lutter contre lui ailleurs. Après avoir cherché la grâce de Dieu Tout-Puissant, la solution aux affrontements et aux conflits dans notre région réside dans ce qui suit. Faire en sorte que les nations puissent prendre en main leur destin en recourant aux urnes. Pour que ceci soit possible, 2 prérequis fondamentaux sont nécessaires. Premièrement, faire cesser les agressions venues de l'extérieur et l'occupation. Et deuxièmement, une coopération sincère des gouvernements pour lutter contre le terrorisme. La présence militaire des États-Unis en Syrie et en Irak est le principal obstacle à l'établissement de la démocratie à la volonté des nations. La liberté ne trouve pas sa place dans le fourniement des soldats provenant de l'extérieur de la région. Si un gouvernement inclusif veut vraiment assurer la participation efficace des groupes ethniques, ou si ce gouvernement inclusif n'apparaît pas en Afghanistan, la sécurité ne sera pas possible. Et tout comme l'occupation, le paternalisme est voué à l'échec. La crise humanitaire au Yémen est des plus inquiétantes. Le monde doit sortir du silence face à ces crimes contre l'humanité. Quelle est la solution? La solution consiste à mettre un terme rapidement et sans condition à l'agression yéménite, ouvrant des voies d'acheminement de l'aide humanitaire, facilitant la tenue de pourparlers constructifs entre les groupes yéménites. Le régime d'occupation sioniste est à l'origine de la plus grande vague de terrorisme d'État dont la seule visée est de tuer des femmes et des enfants à Gaza et en Cisjordanie. Aujourd'hui, un blocus à grande échelle a transformé Gaza en la plus grande prison au monde. Ce que l'on a appelé l'accord du siècle a échoué, tout comme tout autre accord imposé de force aux Palestiniens. Il n'y a qu'une solution: tenir un référendum auquel participeraient tous les Palestiniens, toutes les Palestiniennes, de toutes religions et groupes ethniques, musulmans, chrétiens, juifs. Cette solution a été avancée par le guide suprême de la République islamique d'Iran il y a des années et est consignée dans un document officiel des Nations Unies. Monsieur le Président, aujourd'hui, le monde tout entier, y compris les Américains, ont admis que le projet visant à lutter contre le peuple iranien, qui s'est manifesté sous la forme d'une violation du PAGC, a été suivi par une politique de la pression maximale, un retrait arbitraire d'un accord reconnu à l'international. Cette tentative a été un échec cuisant. Mais cette politique de la tyrannie maximale perdure. Nous ne voulons ni plus ni moins que ce qui nous revient légitimement. Nous exigeons le respect des règles internationales. Toutes les parties doivent respecter l'accord sur le nucléaire et la résolution de l'ONU dans la pratique. 15 rapports de l'AIEA ont attesté du respect par l'Iran de ses engagements. En revanche, les États-Unis ne se sont pas encore acquittés de leur obligation, à savoir lever les sanctions. Les États-Unis ont empiété sur l'accord, s'en sont retirés, imposant davantage de sanctions encore à mon peuple. Les États-Unis se sont fourvoyés en croyant qu'ils pourraient nous plonger dans le désespoir ou la dévastation. Notre persévérance a porté ses fruits et continuera de le faire. La résistance intelligente et dynamique de la République islamique d'Iran découle de notre rationalité stratégique. Nous ne faisons pas confiance aux promesses du gouvernement américain. Il est une politique stratégique de la République islamique d'Iran qui veut que la production et le stockage des armes atomiques soient interdits sur la base du décret religieux de son éminence le guide suprême. Les armes nucléaires n'ont pas leur place dans notre doctrine de la défense et dans notre politique de dissuasion. La République islamique estime que les pourparlers dont le but ultime est la levée de toutes les sanctions oppressives sont utiles. Nous défendons
les droits, les intérêts de notre peuple, et ce faisant, l'Iran souhaite une coopération économique et politique à grande échelle, une convergence de vues avec le reste du monde. Je souhaite interagir avec tous les pays du monde, en particulier avec nos voisins, dont je serre la main chaleureusement. Une ère nouvelle a débuté. La République islamique d'Iran est prête à apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Un monde débordant de rationalité, de justice, de liberté, de moralité et de spiritualité. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Pour le peuple chinois. Elle marque le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Elle marque également le cinquantenaire du rétablissement de la République populaire de Chine dans son siège légitime aux Nations unies. Un événement historique qui sera solennellement commémoré en Chine. Nous continuerons de travailler activement pour porter notre coopération avec l'ONU à un niveau plus élevé et apporter une contribution toujours plus grande à la noble cause des Nations unies. Monsieur le Président, il y a un an, lors des réunions de haut niveau consacrées au 75e anniversaire des Nations unies, les dirigeants des différents pays du monde ont publié une déclaration s'engageant à lutter de façon solidaire contre la COVID-19, à relever ensemble les défis, à défendre le multilatéralisme, à renforcer le rôle de l'ONU et à bâtir un avenir commun pour les générations actuelles et à venir. Depuis un an, le monde subit des changements et une pandémie jamais connue depuis un siècle. Dans tous les pays du monde, les peuples aspirent plus que jamais à la paix et au développement, avec une aspiration plus forte à l'équité, à la justice et une détermination plus ferme à poursuivre la coopération où chacun y gagne. Actuellement, la COVID-19 continue de sévir dans le monde et la société en a été profondément changée. Notre monde est entré dans une période de turbulence et de transformation nouvelle. Tout responsable politique doit répondre aux questions de notre époque et faire un choix historique avec confiance, courage et le sens de l'engagement. Premièrement, nous devons vaincre la COVID-19 et gagner ce grand combat crucial pour l'avenir de l'humanité. L'histoire de la civilisation humaine est aussi une histoire de lutte contre les pandémies. C'est toujours en surmontant les défis que l'humanité a réalisé un développement et des progrès plus grands. Malgré la férocité de la COVID-19, nous finirons par en triompher. Nous devons placer le peuple et la vie humaine au-dessus de tout et protéger la vie, la valeur et la dignité de chacun. Nous devons travailler dans le respect de la science, adopter une attitude scientifique et suivre les lois scientifiques. Nous devons à la fois bien appliquer les mesures sanitaires régulières et assurer la gestion des urgences et faire progresser en même temps la lutte sanitaire et le développement économique et social. Il est nécessaire de renforcer la réponse concertée au niveau international pour réduire autant que possible les risques de transmission transfrontalière. Les vaccins sont une arme puissante contre le virus. J'ai souligné à plusieurs occasions la nécessité de faire des vaccins un bien public mondial et d'en assurer l'accessibilité à un prix abordable pour les pays en développement. L'urgence, c'est d'assurer une distribution juste et équitable des vaccins à l'échelle mondiale. Cette année, la Chine s'efforcera de fournir au total 2 milliards de doses au monde.
En plus du don de 100 millions de dollars américains au mécanisme COVAX, la Chine fera don de 100 millions de doses aux autres pays en développement cette année. La Chine continuera d'apporter son soutien et de participer au travail scientifique d'identification des origines du virus dans le monde et elle s'oppose fermement à toute forme de manipulation politique de cette question. Deuxièmement, nous devons relancer l'économie et promouvoir un développement mondial plus fort, plus vert et plus équilibré. Le développement est crucial pour le bonheur des peuples. Face aux graves impacts de la COVID-19, nous devons œuvrer ensemble pour orienter le développement mondial vers une nouvelle phase de croissance équilibrée, coordonnée pour tous. À cette occasion, je voudrais proposer une initiative pour le développement mondial. Il faut accorder la priorité au développement. Nous devons accorder une place prioritaire au développement dans le cadre macro-politique mondial et renforcer la coordination des politiques entre les principales économies du monde pour assurer la continuité, la stabilité et la viabilité des politiques. Nous devons bâtir des partenariats mondiaux pour le développement marqués par plus d'égalité et d'équilibre, promouvoir la synergie entre les différents processus de coopération bilatérale pour le développement et accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Il faut placer les peuples au cœur de nos préoccupations. Nous devons garantir et améliorer le bien-être des populations et protéger et promouvoir les droits de l'homme à travers le développement et œuvrer un développement pour les peuples, par les peuples et au profit des peuples de manière à renforcer son sentiment de bonheur, de satisfaction et de sécurité et à réaliser le plein épanouissement de l'individu. Il faut œuvrer au bénéfice de tous. Nous devons porter une grande attention aux besoins particuliers des pays en développement, soutenir les pays en développement, notamment ceux qui sont fragiles et en grande difficulté par la suspension de la dette, l'aide au développement et d'autres moyens, et veiller à régler le problème du développement déséquilibré et insuffisant dans les différents pays et entre eux. Il faut promouvoir le développement par l'innovation. Nous devons saisir les opportunités historiques offertes par la nouvelle révolution scientifique et industrielle pour accélérer la conversion des acquis scientifiques et technologiques en force productive réelle, créer un environnement impartial, ouvert, équitable, non discriminatoire pour le développement des sciences et technologies et explorer de nouveaux moteurs de croissance économique pour l'après-Covid-19 et réaliser un développement rapide et vigoureux. Il faut veiller à la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Nous devons améliorer la gouvernance environnementale mondiale, lutter activement contre le changement climatique et construire un avenir pour l'homme et la nature. Il faut accélérer la transition verte et réaliser une reprise et un développement vert. La Chine s'efforcera d'atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030 et s'efforcera de réaliser la neutralité carbone avant 2060. Ces objectifs nécessitent des efforts intenses et la Chine y consacrera toutes ses forces. La Chine soutiendra vigoureusement le développement des énergies vertes et les basses émissions de carbone dans les pays en développement. Elle ne construira plus de nouveaux projets de centrales à charbon à l'étranger. Il faut adopter des actions pragmatiques. Nous devons accroître les investissements dans le développement, promouvoir en priorité la coopération sur la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la riposte sanitaire et les vaccins, le financement du développement, le changement climatique, le développement vert, l'industrialisation, l'économie numérique, l'interconnexion
Il faut accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et construire un monde avec un développement mondial commun. La Chine a annoncé l'octroi dans les 3 ans à venir d'aides supplémentaires de 3 milliards de dollars américains pour épauler les pays en développement dans la lutte contre la COVID-19 et la reprise du développement économique et social. Troisièmement, nous devons renforcer la solidarité et mettre en pratique le concept des relations internationales marquées par le respect mutuel et une coopération chacun y gagne. Un monde de paix et de développement, c'est un monde où coexistent des civilisations aux formes variées et des fois différentes de cheminement vers la modernisation. La démocratie n'est pas la priorité exclusive d'un pays quelconque, mais un droit de tous les peuples. L'évolution récente de la situation internationale prouve une fois de plus que l'intervention militaire extérieure et la prétendue transformation démocratique ne conduisent qu'à des conséquences désastreuses. Nous devons travailler énergiquement pour faire rayonner les valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté et rejeter les mentalités de bloc et du jeu à somme nulle. Les différences et les problèmes difficiles à éviter doivent être traités par voie de dialogue et de coopération sur la base de l'égalité et du respect mutuel entre les pays. Le succès d'un pays ne signifie pas forcément l'échec d'un autre. Et notre monde est suffisamment grand pour permettre à tous les pays de se développer et de prospérer. Nous devons préconiser le dialogue et l'inclusion de tous et rejeter la confrontation et exclusion. Nous devons construire un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération où chacun y gagne, et élargir les convergences d'intérêts et trouver des terrains d'entente autant que possible. La nation chinoise transmet et poursuit les concepts de paix, de bonne entente et d'harmonie. Jamais la Chine n'a envahi ou opprimé les autres nations, ni n'a prétendu à l'hégémonie, et elle ne le fera jamais. Elle est depuis toujours un bâtisseur de la paix mondiale, qui contribue au développement dans le monde, défendant l'ordre international et fournissant des biens publics. La Chine continuera d'offrir de nouvelles opportunités au monde par son développement. Quatrièmement, nous devons améliorer la gouvernance mondiale et pratiquer un véritable multilatéralisme. Il n'y a qu'un seul système international dans le monde, celui centré sur les Nations Unies. Il n'y a qu'un seul ordre international, à savoir l'ordre fondé sur le droit international. Et il n'y a qu'un ensemble de règles, les règles fondamentales régissant les relations internationales fondées sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies. L'ONU doit porter haut l'étendard du véritable multilatéralisme et servir d'instance essentielle où tous les pays travaillent ensemble à préserver la sécurité universelle, à partager les fruits du développement et orienter l'avenir du monde. L'ONU est invitée à assurer un ordre international stable, à augmenter la représentation et le droit à la parole des nombreux pays en développement dans les affaires internationales et à jouer un rôle chef de file dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit dans les relations internationales. Elle doit faire avancer de manière équilibrée le travail dans les 3 champs majeurs que sont la sécurité, le développement et les droits de l'homme, élaborer un agenda commun, se concentrer sur les questions aiguës et redoubler d'action pour faire honorer effectivement les engagements pris par les différentes parties au sujet du multilatéralisme. Monsieur le Président, le monde se trouve une fois de plus à la croisée des chemins de l'histoire. Je suis convaincu que le courant de la paix, du développement et du progrès de l'humanité est irrésistible.
Travaillons main dans la main dans une confiance raffermie pour affronter les menaces et les défis planétaires et construire un avenir commun pour l'ensemble de l'humanité, un monde meilleur pour nous tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a très exactement 20 ans, l'Organisation des Nations Unies et son secrétaire général ont reçu le prix Nobel de la paix. À l'occasion de la cérémonie de remise des prix, l'ex-secrétaire général Kofi Annan a dit « Nous sommes entrés dans le 3e millénaire par une barrière de feu. » Malheureusement, il semble que nous n'ayons toujours pas pu éteindre ce feu. Depuis des dizaines d'années, nous connaissons une période de turbulence et d'imprévisibilité mondiale inédite. C'est la conséquence logique du fait que notre planète fonctionne en grande partie hors du carcan du système et des obligations consacrées comme principe universel du droit international par la Charte. Aujourd'hui, le monde est régi par l'égoïsme économique, les ambitions politiques, le chantage, les habitudes impérialistes, les crises, les conflits et le chaos orchestré. Les tentatives incessantes de certains États d'imposer à des États souverains un modèle de développement socio-économique, la politique barbare des sanctions à l'encontre d'États considérés comme indésirables, le terrorisme économique et le retour à des oppositions de bloc sont autant de facteurs qui n'ont que peu de choses à voir avec un ordre mondial équitable et harmonieux auquel nous aspirons depuis des décennies. C'est le signe clair d'un désir obsessionnel et maladif à attiser les foyers de confrontation dans le monde. L'ingérence ouverte d'acteurs politiques se proclamant oracles dans les affaires intérieures d'États souverains est la norme aujourd'hui de la coexistence internationale des États. Les dynamiques négatives dans le domaine de la sécurité internationale augmentent inexorablement, en particulier en raison de guerres hybrides, l'utilisation malveillante et criminelle des TIC qui nourrissent l'extrémisme et le terrorisme et les informations mensongères. Aujourd'hui, des gadgets électroniques peuvent saper la paix et l'harmonie intérieure d'un pays et écarter du pouvoir ses autorités. En outre, le monde est pris otage depuis plus d'1 an et demi par la pandémie de la Covid-19. Elle a coûté des millions de vies, entraîné des pertes socio-économiques irréversibles et a provoqué nombre de processus mondiaux délétères. Nous appuyons pleinement le processus en cours à l'OMS visant à renforcer l'organisation pour réagir aux situations d'urgence dans le domaine de la santé. Nous notons en outre qu'il est absolument nécessaire de refuser toute politisation de ce thème et d'étudier les causes de la pandémie. Ces dernières années, le Bélarus a continuer d'appeler l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de lancer un nouveau dialogue mondial sur la sécurité. Cette question est plus qu'opportune. Ce format de communication est appelé à résoudre le principal enjeu, créer un nouvel ordre international fonctionnant bien et qui soit réellement équitable. Nous appelons les grandes puissances à entamer ce dialogue, à reconnaître leurs responsabilités pour l'avenir de la planète et à réaliser la mission civilisationnelle dont ils sont à la tête. Il est également important d'envisager la composante économique de ce nouvel ordre mondial. Malheureusement, la mondialisation économique ne sert pas les intérêts de tous. Nous voyons qu'il existe un grand potentiel dans les processus régionaux d'intégration pour l'économie mondiale. Nous appelons cette approche l'intégration de l'intégration. En mai, le Bélarus, en partenariat avec la Barbade et la CNUSED, a organisé une réunion virtuelle de haut niveau sur l'utilisation de l'intégration interrégionale aux fins de la réalisation des ODD. Les dirigeants des grandes organisations économiques régionales ont chaleureusement appuyé l'idée de renforcer la coopération interrégionale. 2021 est une année importante dans l'histoire du Bélarus et des États frères, puisqu'il s'agit du 80e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale. Les méfaits des nazis ont entraîné la mort de millions de personnes dans le monde. Lors des années les plus sombres de la guerre, un tiers de la population a perdu la vie dans la lutte contre les oppresseurs nazis et leurs collaborateurs qui ont commis un génocide contre notre peuple. À notre grand regret, nous voyons aujourd'hui des tendances dangereuses à donner une analyse déformée du point de vue moral et juridique
de la Deuxième Guerre mondiale, à mettre sur un pied d'égalité les droits des victimes et des bourreaux, des libérateurs et des agresseurs, et à remettre en doute les décisions du tribunal de Nuremberg. Nous sommes décidément opposés à toute tentative de blanchir les nazis et de justifier leurs crimes innommables. C'est pour cette raison que le Bélarus a adopté une nouvelle loi prévoyant des poursuites pénales pour la réhabilitation du nazisme. Et des poursuites pénales ont également été lancées eu égard au génocide du peuple du Bélarus lors de la Deuxième Guerre mondiale. En tant que pays fondateur de l'ONU, le Bélarus portera cette question dans l'arène internationale afin de rappeler les principes fondateurs de notre organisation. D'ailleurs, certains criminels, des criminels qui ont commis des méfaits contre le peuple du Bélarus et qui ont du sang sur les mains, vivent encore aujourd'hui tranquillement dans certains pays voisins. Ils y sont même vénérés comme des héros. Malgré les appels lancés chaque année dans cette salle à renforcer la sécurité, le multilatéralisme, la solidarité et l'aide mutuelle, le monde connaît aujourd'hui un degré des plus élevés de confrontation. Le Bélarus a également été poussé contre sa volonté dans l'abîme d'une guerre géopolitique. Voilà plus d'un an que notre pays est la cible d'une pression agressive de la part de l'Occident. Et tout cela car le scénario attentivement préparé d'une nouvelle révolution de couleur au Bélarus a été un échec, une révolution qui correspondait aux élections présidentielles. Aujourd'hui, le Bélarus est victime d'une guerre hybride de grande envergure dans tous les domaines. Nous sommes étonnés par l'inventivité des auteurs de qualificatifs, certes beaux mais hypocrites, qui visent à justifier leurs actes destructeurs. Ils parlent de mesures d'aide à la démocratie, de restrictions sectorielles ou encore d'assistance au bien-être de la population et à la souveraineté de l'État. Toutefois, la nature de ces mesures est claire. L'Occident ne peut accepter le choix de la majeure partie des habitants du Bélarus, car le choix des électeurs du Bélarus nuit au plan de certains stratèges. L'offensive éclair à l'encontre des autorités du Bélarus a été un échec, et l'Occident a rapidement perdu les rues malgré les manifestations organisées de l'extérieur. Leurs calculs ont échoué. Le Bélarus continue de suivre la voie qu'il a choisie librement. Aujourd'hui, le peuple du Bélarus est uni sur le cap stratégique visant à créer un État fort, souverain et florissant. C'est ce qu'est appelé à faire la réforme constitutionnelle inclusive mise en place au Bélarus et à laquelle participent tous les groupes du pays. En outre, afin de continuer à démoniser le Bélarus, le présenter comme une source de tension dans la région et justifier ses actes destructeurs à l'encontre de notre État, l'Occident a fabriqué de toutes pièces une situation de conflit impliquant des réfugiés à la frontière occidentale de notre pays, oubliant ses obligations vis-à-vis de notre pays et des pays d'origine des réfugiés. Aujourd'hui, des millions de réfugiés veulent se rendre dans l'Europe abondante afin de se préserver de la faim et des catastrophes créées par l'Europe et l'Occident dans telle ou telle région. Mais ils ont trouvé porte close en Europe. Même dans les pays voisins du Bélarus, la Pologne, les États baltes par exemple, les réfugiés ne sont pas seulement passés à tabac, mais ils sont tués. Leurs corps sans vie sont ensuite transportés en secret la nuit au travers de la frontière avec le Bélarus. Ce n'est pas là un cas isolé, c'est la norme du comportement de nos voisins occidentaux. Ne s'agit-il pas là du comble du cynisme et du blasphème de la part des apôtres des droits de l'homme qui considèrent qu'ils ont atteint le plus haut niveau de la civilisation et tentent de donner à d'autres des leçons sur la manière de vivre? La question des réfugiés est devenue d'autant plus actuelle, mais cette fois en raison de la politique irresponsable de l'Occident. L'Afghanistan en est une preuve claire. Il ne faut pas, dans ce contexte, tenter d'accuser autrui de ses propres maux et d'accuser le Bélarus de mener une guerre hybride contre l'Union européenne. Comme l'ont dit de manière mensongère à cette tribune les dirigeants de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie et d'autres pays. Le Kidam peut le comprendre, la Bélarus et ses 10 millions d'habitants n'est pas en mesure de mener une guerre hybride, mais n'est même pas
pas en mesure de mener une guerre contre l'Union européenne et ses 500 millions d'habitants, même si elle avait les muscles d'Arnold Schwarzenegger. Depuis avril, nous proposons à l'Union européenne de mener des consultations sur les migrations illégales, mais nos propositions ont fait lettre morte. En outre, en violation des accords conclus précédemment, l'Union européenne a interrompu le financement de tous les projets concernant la migration illégale. Si en réponse aux propositions de dialogue, la réponse est la construction d'un rideau de fer fait de barbelés, la faute en revient à ceux qui sèment le malheur. Nous serons toujours favorables à une politique de bon voisinage fondée sur la maxime « Nos voisins sont un don de Dieu ». Le Bélarus sera toujours attaché à une coopération mutuellement profitable avec tous les États, même avec ceux avec qui nous entretenons des différends. Nous construirons toutefois nos relations sur la base du principe de respect, d'égalité, sans chantage et préconditions. Le Bélarus a toujours été à l'avant-garde des efforts visant à lutter contre la traite, tant au niveau national qu'international. Le Bélarus portera la 3e commission avec un large éventail de pays animés du même esprit, la résolution habituelle intitulée « Amélioration de la coordination des efforts pour lutter contre la traite ». Cette résolution est un élément fondamental des efforts internationaux visant à assurer la stabilité dans le monde. Nous appelons les États à se porter co-auteurs de cette résolution et à appuyer son adoption. Nous nous félicitons de la tenue en novembre d'une réunion de haut niveau consacrée à la lutte contre la traite à l'ONU. Mesdames et messieurs, nous ne devons pas oublier un autre thème. Un thème qui fait déjà grincer des dents en raison des spéculations qui l'entourent, la question des droits de l'homme. Il semble pourtant qu'il s'agit d'une question positive pour tous, mais aujourd'hui la question des droits de l'homme est non seulement un jouet dangereux aux mains de certains politiciens maladroits et peu clairvoyants, c'est également devenu une réelle arme contre des pays indociles et considérés comme indésirables. La démocratie découpée selon les gabarits de l'Occident ne coïncide pas à la situation de différents pays, mais elle cause même le chaos et l'instabilité. J'ai déjà mentionné l'Afghanistan. C'est un exemple clair d'une politique déraisonnable de la part des chantres de la démocratie. Mais c'est l'ensemble de la communauté internationale qui en porte les conséquences. Même un démocrate tel que le président français Macron a, il y a un mois, reconnu qu'il était impossible d'imposer la démocratie de l'extérieur, notamment par la force. Les tentatives de certains pays développés, comme on les appelle, de monopoliser les droits d'auteur sur la démocratie, de définir de manière arbitraire le degré de démocratisation d'un pays et, en fonction de cela, de coller des étiquettes blessantes sur des États souverains, rappellent clairement les méthodes des nazis, qui établissaient un distinguo entre ceux qui étaient appelés à régner et ceux qui étaient appelés à être des esclaves. Une autre pratique favorite des États occidentaux consiste dans des mesures unilatérales restrictives. Alors qu'ils ne comprennent pas la situation dans tel ou tel pays, des politiciens irresponsables, par manque d'imagination, ont immédiatement recours à l'épée affûtée des sanctions si quelque chose ne leur plaît pas. Le danger de cette politique est clair. Le recours aux sanctions viole de manière flagrante le droit international et nuit de manière irréversible au système des relations internationales en accroissant le potentiel de conflit et l'hostilité sur la scène internationale. Le Bélarus est solidaire avec tous les pays qui subissent les sanctions. Nous soutenons le peuple frère de Cuba qui connaît un blocus économique injuste depuis tant d'années en raison du bon vouloir d'un État. Il est clair que les principales victimes de ces sanctions sont les simples citoyens. Les restrictions sur le commerce, le secteur bancaire, le secteur des transports et sur les devises ont des conséquences négatives sur le bien-être de la population, sur l'initiative privée. Cela nuit aux possibilités d'enseignement et cela crée des risques d'insécurité alimentaire. Les sanctions sectorielles unilatérales contre des grands exportateurs de matières premières utilisées dans le domaine agricole, y compris les engrais au potassium, créent non seulement un déficit de cette précieuse denrée sur les marchés mondiaux, et entraîne une hausse exponentielle des prix. Mais cela cause également des maux pour les simples citoyens dans des pays vulnérables, en particulier en Afrique, en Asie et dans bien des régions du monde.
Il suffit de prendre pour exemple les interventions de nombre de représentants ici présents à l'Assemblée. Près d'1 milliard de personnes souffrent aujourd'hui de la faim, et ce en raison du manque de clairvoyance d'une poignée d'États qui appliquent des sanctions économiques contre des pans entiers de l'économie liés à l'agriculture. Et des centaines de millions de personnes risquent encore de souffrir de la famine. L'utilisation de sanctions financières et économiques de manière arbitraire en tant qu'instrument de pression politique doit être à jamais du passé. Et cela doit également faire partie des compétences de l'ONU. Monsieur le Président, l'ONU est appelée à jouer un rôle fondamental pour résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Toutefois, nous sommes préoccupés du fait que l'ONU sert bien souvent de théâtre pour certains États, plutôt que de servir de plateforme d'actes communs. L'ONU est de plus en plus commercialisée et ses programmes se transforment en politique occidentale. L'ONU pense de plus en plus comme l'Occident et foule du pied les principes de solidarité et de multilatéralisme. Alors que l'ONU vise à ne laisser personne pour compte, le Bélarus se considère qu'il est impératif de se fonder sur le consensus et sur le point de vue de tous les États. Je souhaite également mettre en exergue une autre tendance inquiétante. Nous voyons que certains tentent soi-disant d'améliorer l'efficacité des travaux de l'Assemblée générale, mais il se cache là en réalité des tentatives d'interpréter de manière arbitraire la répartition des travaux et de revoir cette répartition des travaux. Les travaux visant à promouvoir la société civile et l'Assemblée générale ne sont pas exception. Il s'agit là d'une tentative de donner aux ONG, qui sont bien souvent fondées à l'étranger, un statut semblable à celui d'États membres souverains de l'ONU. C'est tout à fait inacceptable. Je souhaite rappeler un principe fondamental de l'ONU. Un État, une voix. Nous sommes opposés à toute tentative visant à diluer le statut souverain des États membres de l'ONU et à créer des marionnettes sous la forme des ONG qui pourront faire taire des États indépendants. Inonder de manière incontrôlable le système des Nations Unies d'ONG ne permettra pas d'entendre leur voix, mais cela compliquera également le consensus, un consensus qu'il est de plus en plus difficile d'année en année de trouver à l'Assemblée générale. La participation de la société civile aux travaux de l'ONU doit se faire conformément aux procédures existantes. Monsieur le Président, dans un de ses discours, Martin Luther King a fait preuve d'une grande sagesse, une sagesse dont nous avons besoin ensemble. Apprenons à vivre ensemble ou mourrons comme des fous. Aujourd'hui, le monde a besoin plus que jamais de solidarité, d'aide mutuelle et d'efforts collectifs afin de surmonter tous les différends. Afin de ne pas mourir comme des fous et ne pas pousser le monde dans le chaos d'une autre guerre qui serait la dernière de l'histoire de l'humanité, nous appelons tous les États à faire preuve de cette même sagesse. La sagesse et le courage de mettre de côté ses ambitions afin de donner vie aux espoirs qui nous été confié il y a 76 ans par les représentants de la conférence de San Francisco à créer un système de relations internationales stable et prévisible. Je vous remercie. Je remercie les ministres des Affaires étrangères du Bélarus de son intervention.